je voudrais évidemment vous saluer toutes et tous. Jacques Rebaud, qui évidemment, chef d'entreprise de notre territoire, celui qui porte et qui nous fait vibrer avec l'ensemble de ses équipes, de son staff, dans cette belle patinoire Pôle Sud. Merci à toi, Jacques. Je voudrais saluer Mélina Héranger, la vice-présidente en charge et qui fera la conclusion et présidente de l'Office du tourisme. Je salue l'ensemble des élus ici présents, des vice-présidents, vice-présidentes de la métropole, élus des communes. Je vous salue toutes et tous dans vos différentes fonctions. Je salue les étudiants qui sont venus ici avec Romain Lajarge. Je salue toutes et tous, et puis je voudrais surtout saluer Sophie de Payette, ici installée, studieuse, devant son ordinateur, dont je sais qu'elle a passé une grande partie de la nuit à préparer ce que nous allons voir. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit récemment. Voilà. Bonsoir, bonne journée. Voilà, merci Christophe. Christophe m'a fait confiance en 2018 parce qu'il pensait que ce territoire méritait une démarche citoyenne. Et c'est dans cette logique qu'il m'avait demandé, avec un ensemble d'entrepreneurs, de paterner une organisation qui permette de faire briller et rayonner notre territoire. Mais il la voulait issue du terrain, issue de nous tous. Vous êtes tous acteurs du rayonnement de notre territoire. Et dans cette logique, depuis 2018, nous avons travaillé avec un ensemble d'intervenants, alors certains pionniers Gold, entrepreneurs, collectivités locales. Et cette pluralité d'acteurs nous a permis aujourd'hui d'avoir un écho réel et qui peut être entendu par tous. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer, avant de parler de Grenoble en particulier, de vous expliquer un tout petit peu ce qu'on met derrière ce concept de portrait identitaire de territoire. Parce que le mot identité, comme on sait, est souvent instrumentalisé politiquement. Donc je m'empresse de dire qu'il n'y a aucune connotation politique dans cette appellation. Il s'agit simplement de définir le territoire comme on définirait une personne, c'est-à-dire déployer l'ensemble des marqueurs, des signes qui à la fois le définissent et à la fois le différencient. C'est soit comme un autre et soit différent d'un autre. C'est toujours notre articulation identitaire à nous. Vous êtes un homme ou une femme, vous partagez ça avec la moitié de la planète et pourtant c'est un marqueur qui est important dans votre identité. Donc voilà, donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire que ces marqueurs sont de deux natures. Il y a des spécificités, donc, qui sont des marqueurs uniques parfois, ou en tout cas rares, et donc qui sont souvent focalisent un peu le regard parce que ça fait aspérité. Mais il y a aussi des marqueurs qui sont partagés avec d'autres territoires et qui n'en sont pas moins essentiels dans l'identité. Donc il ne faut pas se focaliser que sur les spécificités, il faut comprendre l'identité comme la combinaison des marqueurs spécifiques et des marqueurs partagés. Par exemple, ayant fait le portrait de la région de Chambéry, en effet, il y a beaucoup de marqueurs similaires dans le rapport à la montagne, etc. Mais par contre, l'histoire est différente et la configuration est différente, ce qui implique des tas de choses différentes dans l'identité. Deuxième point, l'identité, ce n'est pas quelque chose de figé. Donc le portrait n'est pas un portrait du passé, mais je vais en parler parce qu'on a besoin de comprendre d'où vient un territoire pour comprendre où il en est aujourd'hui. Et par ailleurs, on se préoccupe des évolutions du territoire, raison pour laquelle, par exemple, on a sollicité des jeunes générations qu'on a sollicité donc comme contributeurs des 18-28 ans pour essayer de voir émerger des tendances, des évolutions. Enfin, le dernier point, l'identité n'a pas de frontières administratives. Donc la commande, c'est pour la métropole, mais en réalité, le portrait prend des libertés avec ses limites, avec le périmètre officiel, parce que de facto, il y a une approche qui est plus une approche de bassin de vie. Et d'ailleurs, je suis certaine que vous n'auriez pas été étonné que, par exemple, j'évoque Champs-Rousses ou que j'évoque Vassures-en-Vercœur ou la Grande Chartreuse dans le portrait. Et donc, une précision sémantique importante pour ne pas que ceux qui ne sont pas des Grenoblois de la ville de Grenoble se sentent exclus du portrait. Mais il y a une ambiguïté sur l'appellation Grenoble, grenoblois. Et donc, dans le portrait, quand je vais dire grenoblois, ce sera à comprendre comme grenoblois au sens large de cet espace identitaire dont les frontières sont un peu floues. Quand je vais parler précisément de la ville de Grenoble, je dirais à Grenoble même ou Grenoble en particulier. Voilà, que ce soit
que ceux qui ne sont pas de la commune de Grenoble ne se sentent pas minorés. Ensuite, oui, il faut passer les diapos, pardon. J'ai un soutien logistique avec Cyril derrière. Oui, la structure identitaire, en fait, elle mélange, comme dans un creuset, à la fois de la réalité objective, celle des données chiffrées, par exemple les chiffres de l'INSEE, ou des faits qui sont vraiment documentés de l'histoire, par exemple, mais il y a aussi une réalité subjective qui est très importante à prendre en compte dans un portrait de territoire, qu'on va avoir récolté par les contributions des acteurs experts, mais aussi, par exemple, sur des blogs ou des sites Internet, même des Facebook ou des réseaux sociaux, etc. Par exemple, vous verrez, je vais citer plusieurs fois un site qui dit « Tu es un vrai grenoblois, si quoi ?» Voilà. Alors, c'est très souvent des petits condensés de l'identité qui sont très intéressants à regarder. La troisième composante, c'est l'imaginaire. Qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que le mot est un peu galvaudé, souvent. C'est tout ce qui est la composante immatérielle mais agissante d'un territoire, par exemple son esprit des lieux et par exemple sa dimension inspirante d'un point de vue artistique qui est très différente d'un territoire à un autre. Et le dernier point, c'est la représentation, c'est-à-dire comment un territoire donne à partager son identité, ce qu'il ne faut pas confondre avec la communication forcément, parce que par exemple ça peut être sous forme de symboles, ce n'est pas forcément des mots publicitaires entre guillemets. Et il ne faut pas non plus confondre la représentation et l'image. Et ce qui est très intéressant dans l'identité, c'est qu'on est obligé de regarder comment ces interactions se font. Et pour la résumer, je cite toujours le prix Goncourt Jérôme Ferrari, qui est un prix Goncourt qui est corse. Et la Corse connaît très très bien la problématique entre identité et image. Et elle connaît aussi le bashing, comme il en est question à Grenoble. Et il dit... En fait, c'est la subtile dialectique du regard entre la perception interne et le regard extérieur. Et il dit, et c'est très important, les clichés, même sans fondement, ne sont pas sans effet. Que ce soit en positif ou en négatif, soit parce qu'on intériorise des stigmates, soit parce qu'on crée de la cohésion défensive, soit parce qu'on s'endort sous ses lauriers si l'image est trop bonne. Enfin, il y a 1000 façons avec lesquelles cela interfère. Autre point encore, le portrait, du coup, c'est une étude qui va analyser de façon verticale plus de 18 thèmes de l'identité pour essayer d'être aussi objectif que possible, même si on a pris en compte la perception subjective aussi, mais d'essayer quand même de faire une analyse thème par thème de façon vraiment neutre au départ, de façon à faire apparaître ou non des transversalités qui vont évidemment être nos conclusions pour voir ce qui est le socle partagé d'identité qui traverse un peu toute l'identité, qui sont ces fondations importantes. La méthodologie est participative parce que, comme je l'ai dit, je ne connaissais même pas Grenoble avant de faire cette mission. Donc je n'allais pas arriver pour vous expliquer qui vous êtes de ma petite vision extérieure. Donc il y a eu beaucoup de contributeurs sous forme de focus group, certains d'entre vous y ont participé, des questionnaires aussi. Je sais que c'était très long, on s'en est plein, mais l'identité est une matière riche, où on peut difficilement faire des ellipses ou alors on fait de la simplification. Et puis il y a eu beaucoup d'entretiens individuels avec des profils différents, d'acteurs experts un peu en croisant les regards autant que possible, un focus group d'élus, parce qu'ils connaissent aussi, ils ont une connaissance très intime du territoire. On a aussi entendu les techniciens des services de la métropole, parce qu'eux aussi ont une approche du territoire très technique, mais qui est extrêmement intéressante et surtout très, très approfondie. Et puis donc la jeune génération. Alors, approche holistique, pourquoi? Parce qu'en fait, pour comprendre l'identité, c'est comme une personne, c'est extrêmement vaste comme sujet. Et donc, on est obligé d'essayer d'avoir un croisement de regard, de perception, de compréhension thématique qui est très important. Et ici, il y a eu une problématique un peu particulière. Je vous avoue que j'ai failli mourir écrasée sous une montagne. C'était la montagne de documents. Parce que cette métropole étant scientifique, il y avait une masse de thèses comme je n'en ai jamais vu depuis que je fais ces portraits. Et pourtant, j'ai en effet étudié plusieurs métropoles. Mais à ce point de regard, et ça raconte évidemment le cas Grenoble, qui revient très souvent. Et en tout cas, ce qui est intéressant de voir que cette métropole, elle a été beaucoup sous le regard, y compris le regard en interne, parce que c'est un vrai sujet, on y viendra tout à l'heure.
Alors, la finalité, ça a été dit tout à l'heure, donc c'est de vous aider à nourrir la marque de territoire avec du fond et surtout un contenu sur lequel tout le monde est d'accord pour convenir que c'est un matériau qui est partagé un peu par tout le monde. En aucun cas, je le précise, dans ce territoire où la contestation et les controverses politiques sont un marqueur, avec la solide tradition d'engagement citoyen, donc, en aucun cas, ça n'est un diagnostic de bonne gouvernance. Ce n'est pas mon métier. Par contre, vous verrez apparaître des points négatifs, parce qu'il y a des points négatifs qui émergent de façon forte aussi dans le territoire. Mais à la fin, dans la partie des conclusions, ces points négatifs, ce n'est pas pour faire un biais, mais on les mettra un peu de côté, puisque l'étude ne vise pas à être une étude scientifique, elle vise à apporter de la nourriture concrète pour la marque, et la marque va plutôt travailler sur du matériau positif. Donc je vous le dis d'avance, à la fin, dans les conclusions, on mettra un peu de côté certaines problématiques négatives. C'est le cadre de la mission. Et enfin, la question importante aussi, c'est d'essayer de vérifier que les acteurs sont d'accord sur qui ils sont. Et pour ça, dans mon approche depuis c'est presque 20 ans maintenant, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que quelle que soit l'échelle territoriale, les gens sont persuadés qu'ils n'ont rien à voir avec le voisin. Donc même au sein d'une métropole qui n'est pas si gigantesque que ça, il y a une perception d'extrême disparité qui est fondée sur certains points, mais il faut passer outre et essayer de voir quel est le dénominateur commun sur lequel vous pouvez vous entendre. Et le credo, c'est « ensemble » ne veut pas dire « pareil ». Donc il ne s'agit pas de niveler les infra-identités, de les oblitérer. On va essayer de les restituer plus ou moins autant que possible. Mais l'idée, c'est d'entendre tous les regards. Ensuite, donc ça, on a dit, voilà pour que vous sachiez à quelle sauce vous allez être mangé. Il y a donc 18 thèmes d'analyse et une partie de conclusion. Donc on va commencer par une grande partie sur le cadre de vie. Donc comme quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez d'abord une perception sensible, visible, extérieure. Et puis quand vous connaissez mieux la personne, vous commencez à comprendre mieux son histoire, mieux sa psychologie, mieux ses besoins, etc., ce qui lui est important dans la vie. Donc ça se découpe de cette manière-là. Et on va donc commencer par ce point. J'ai encore 2-3 précisions avant de démarrer. D'abord, le portrait sera au final totalement iconographié. Aujourd'hui, comme l'a dit Cyril, c'est encore un peu une version de travail, donc il n'y a que la première partie qui est iconographiée, et notamment avec des œuvres artistiques et des documents historiques qui appartiennent au patrimoine du territoire. Par ailleurs, vous allez voir beaucoup de guillemets dans les titres. Alors, il s'agit toujours de rendre à César ce qui est à César. Donc, soit ce sont des citations documentaires, soit c'est le verbatim de tous les contributeurs pendant les focus group, parce que souvent, les contributeurs ont des formules qui sont formidables pour résumer les choses et les synthétiser. Et autre point encore, je voudrais avoir une gratitude particulière envers certains ouvrages qui ont été très roboratifs pour comprendre ce territoire, et notamment, puisque c'est un territoire d'universitaires, tous les ouvrages collectifs sous la direction, le Paris de la métropole, Regard croisé, la direction de M. Bloch et M. Lajarche, qui apparemment est là aussi. Et aussi un petit livre très synthétique, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande, du journaliste Philippe Gonnet, qui est une sorte de petit condensé d'identité qui est extrêmement intéressant. Aussi de la gratitude envers le site internet de Grenoble Patrimoine, lié à la ville d'Art et Histoire, qui est absolument remarquable de richesse et de contenu comparé à plein d'autres sites de villes d'Art et Histoire avec lesquels j'ai pu travailler. Encore un point, vous allez remarquer la récurrence de certains mots, même souvent, beaucoup de mots. Ne croyez pas que c'est de la paresse lexicale. En fait, le principe de l'analyse, c'est justement de faire émerger ces transversalités. Et donc, si vous repérez ces mots qui sont des répétitions apparentes, vous pourrez avoir l'intuition de ce qui va arriver dans les conclusions. Parce qu'en effet, on voit remonter des récurrences dans tous les thèmes. Encore un point, l'étude fait quelque chose comme 200 pages et on a un temps contraint, donc je ne vais pas pouvoir détailler l'analyse, alors ni avec des exemples dans tous les domaines, alors qu'ils sont dans l'étude, ni avec une déclinaison dans toutes les communes de la métropole, alors que c'est
Dans l'étude, toutes les communes sont citées à un titre ou à un autre qui est pertinent par rapport à l'analyse, mais aujourd'hui, je n'aurai pas forcément le temps de le dire. Et sachez aussi que dans l'iconographie, en fin de compte, toutes les communes seront montrées aussi à un titre ou à un autre. Voilà. Ça, je pense qu'avec votre regard passionné, maintenant que j'ai découvert, vous saurez repérer les images qui sont de vos communes et celles du voisin. Donc je vais finir cette introduction en citant le grand géographe Armand Frémont, qui a écrit différents ouvrages sur Grenoble, et il dit en préambule, alors que c'est un géographe, une sommité de la géographie, il dit « Pourquoi Grenoble ? Je ne me risquerai pas à une monographie de plus sur cette ville. J'emprunterai beaucoup à tous ceux qui travaillent depuis beaucoup plus longtemps que moi sur leur ville. Je n'ai pas d'autre prétention que celle de l'esquisse. Donc je reprends à mon compte ce concept et vous prie de considérer ce travail non comme un portrait encore, mais comme une esquisse, et qui sera amendable selon vos critiques, vos remarques, et vos commentaires à la fin ou avec un peu de délai. Donc maintenant, j'ai été bavarde sur le cadre de la mission et je vais commencer avec le territoire. Et il s'avère que ce premier thème est déjà un thème très identitaire avec ses contrastes et ses singularités. En effet, le premier thème, que je ne fais pas d'habitude dans les portraits sous cette forme, c'est un thème sur la sensorialité en tant que telle. Et il s'avère que dans ce territoire, la vue a une importance extraordinairement prédominante par rapport aux autres sens. Je vais donc vous citer par moments des formulations d'experts, donc c'est de la langue un peu parlée, ne vous en étonnez pas. Quelqu'un disait, ici ce qu'on prend dans la vue, c'est un truc de dingue, c'est aussi bien qu'Ushuaïa. Et plus encore, ce qui est intéressant, c'est que c'est un territoire non seulement qui vous fait regarder, mais qui encourage la capacité à voir. Donc c'est un territoire qui vous éduque le regard dans un sens, déjà parce qu'il vous élève le regard et qui vous donne de l'amplitude. Par exemple, le sillon alpin n'est jamais aussi ample que dans la vallée du Grésivaudan. Donc il y a de l'altitude, de l'amplitude et un croisement de vues, de perspectives et de panoramas. C'est ce que dit Paul Claudel du territoire. Il dit que c'est un appel à la perspective. Donc vous voyez, c'est un jugement partagé par les plus grands. Et plus spécifiquement encore, il y a un croisement de vision par la configuration globale et par l'omniprésence de la verticalité de la montagne avec, même dans la partie urbaine, un critique d'art résume en disant « une ville aux grands angles vue au grand angle ». Donc un effet et un impact extrêmement fort. Par exemple, par rapport à Chambéry, je ne veux pas peiner Cyril, mais on a beaucoup plus de profondeur de champ et de perspective dans cette vallée, même si, en effet, au bout de chaque rue, il y a une montagne. Et il faut voir que dans la communication sur le territoire, le mot panorama, c'est un mot qui est peut-être le mot le plus prononcé. Alors évidemment, le panorama époustouflant de la Bastille, qui est un de vos totems identitaires. Et je rajouterai une toute petite digression à propos du regard, en citant un autre texte qui est très intéressant, qui est l'ouvrage qui s'appelle « Grenoble en portrait », qui est le résultat d'une résidence d'artiste, d'un Niçois, qui est venu passer 5 mois ici et qui a interrogé les gens dans la rue qu'il croisait au hasard. Il les a interrogés, les a dessinés, et il leur posait la question, alors, ton histoire avec Grenoble, toi, qu'est-ce que c'est Grenoble pour toi? Et les réponses sont absolument fascinantes, d'abord de convergence, alors que les profils sont extraordinairement différents. Et ce livre, je fais aussi une digression méthodologique, m'a permis d'avoir des retours de points de vue de populations qui ne sont pas invitées dans les focus group. Parce qu'évidemment, quand on travaille sur la marque, il y a un petit biais de recrutement. On est plutôt dans des gens éduqués, a priori, c'est surtout ça le critère, et un peu cultivé sur le territoire, et on ne met pas le migrant qui vient d'arriver il y a un an dans le focus group. Or, dans ce livre, il y a les points de vue de ces migrants qu'il a rencontrés. Donc c'est un livre que je vous recommande. En plus, c'est un livre très humaniste, donc ça correspond beaucoup à l'esprit de Grenoble aussi, dans son approche qui est vraiment très respectueuse des gens. Et donc, il parle des savants qu'il a rencontrés ici, et il dit « ils ont des yeux d'enfant ». Et pourquoi je souligne ça? C'est parce que c'est très poétique comme formule. Et Grenoble, la poésie, ce n'est pas le premier concept qu'on lui associe. Or, il y a en effet, c'est un territoire de rationalité, un territoire d'ingénieurs, de scientifiques, mais il y a aussi toute une part poétique qui n'est pas beaucoup mise en avant, mais qui est réelle, qui est profonde et qui est extrêmement riche dans le territoire. Voilà, c'était une petite digression sur la poésie. Alors, l'autre sens aussi qui est très spécifique ici, c'est le toucher.
Pourquoi spécifique? Parce que dans les portraits de territoire, le toucher n'est jamais mentionné quand on interroge sur la sensorialité, sauf dans les territoires où les gens se touchent entre eux. Par exemple, dans le sud-est, quand les hommes s'embrassent, donc ils vous disent ici, on est tactile, c'est important. Là, il ne s'agit pas du tout de ça. C'est encore une spécificité. Il s'agit du rapport physique, personnel, intime qu'on a à la sensation. Et notamment les sensations très fortes et qui sont presque une addiction ici pour beaucoup d'habitants, avec un rapport au sport qui est très fort, mais avec des sports souvent dans les sensations extrêmes. Et il ne faut donc pas s'étonner que ce territoire soit le berceau d'un mouvement philosophique qui s'appelle le sensualisme ou le sensationnisme même, et qui a été fondé, ce mouvement, par Condillac, qui est un de vos natifs du territoire. Et il est chef de file d'une école, à l'époque des Lumières, qui enseigne en fait un empirisme radical, selon lequel toutes les connaissances viennent des sensations. Donc c'est en effet assez radical. Penser, c'est sentir pour lui. Mais ici, il y a un rapport à la sensation qui est vraiment un marqueur vraiment très particulier. Ensuite, on va parler maintenant, toujours dans la vue, dans un sens, des couleurs. Et la première dominante, c'est de parler de palette de paysagistes. Alors, je vous ai mis quelques illustrations de peintres qui ont travaillé sur le territoire, dont, par exemple, en bas, au milieu à droite, Turner, excusez du peu. Et on voit que c'est une palette de nature qui est particulièrement inspirante pour les peintres. Et en effet, il y a eu donc l'école de paysagistes dauphinois, mais aussi donc ceux qui sont venus de l'extérieur. Et alors, dominante de couleurs froides, parce qu'on a la gamme des verts qui se décline très largement, très omniprésente notamment dans les massifs, la gamme des bleus qui se promène en fait entre le côté vaporeux de l'atmosphère avec ses dégradés de bleu dans les lointains, mais aussi les turquoises particuliers de lacs de montagne, par exemple, et puis toute une gamme des ocres, des blancs, des blanchâtres, et une gamme des gris et des noirs qui est très présente. Alors, par la couleur de la roche à nu, par la couleur des eaux de l'Isère, vous connaissez sûrement le qualificatif du président de Brosse qui parlait d'une couleur de décoction d'ardoise. Et c'est vrai que ce n'est pas un endroit où on pense aux rivières en termes de bleu en général ici. Et il y a aussi la présence évidemment du béton et du ciment ici qui est très importante. Et quand même, il faut le dire, et là je vous cite, une impression de grisaille, parfois prégnante, elle est dans le ressenti et aussi beaucoup dans l'image. Alors le contrepoint qui réchauffe, c'est cette gamme à grand spectacle, la gamme des roses et des rouges qui se déploie de façon très délicate par moments, comme on voit sur le tableau qui est au milieu à droite, ou de façon presque clash et technicolore avec les embrasements. Et c'est une sorte de carte postale que vous assumez parfaitement, et en particulier celle de Beldon, qui est toujours citée et qui est beaucoup citée comme image du cœur, par exemple, dans le territoire. Une palette qui a une autre caractéristique, qui est de présenter des contrastes extrêmement forts et qui est particulièrement changeante. Alors, en effet, entre le cycle de la neige et le cycle du printemps où tout est vert, par contre, l'automne est court ici, donc c'est un flamboiement qui est encore plus rapide peut-être. Et vous constaterez qu'il y a aussi l'azur d'un ciel déjà méridional quand il fait beau. Ce sont des bleus francs presque méditerranéens qui sont un des marqueurs de l'appartenance au sud-est. Il n'y en a pas tant que ça, des marqueurs de l'appartenance au sud-est. Celui-là, il est visible et perceptible dans les paysages. En termes d'évolution, on avait déjà de longue date toute cette gamme des ocres rouges et des couleurs vives, par exemple sur le quai Xavier Jouvin, d'inspiration un peu piémontaise, mais il y a aussi la couleur des fameux toits rouges, donc la chaleur de la tuile et de la brique qui est assez présente. Mais surtout, dès les années 70, là j'ai iconographié avec l'Arlequin qui porte son nom à cause de ce choix urbanistique de la couleur. Et on voit dans les derniers projets que c'est de plus en plus présent. Et par ailleurs, il y a aussi l'explosion multicolore du street art qui est très prégnante quand on découvre ce territoire un peu partout. Alors, en termes de matière maintenant, en fait, ce qui est intéressant de ressentir, c'est que malgré la dimension urbaine, on a cette omniprésence de matière naturelle qui est quasiment dominante au-delà des matériaux qui sont les matériaux du bâti. Alors, autre spécificité en termes de matière, c'est évidemment la présence de l'eau qui est centrale et cruciale dans le territoire, notamment à Grenoble même. Là, c'est un paradigme majeur de la ville. Et ce qui est particulier et paradoxal dans ce territoire, c'est cette opposition entre l'eau amie et l'eau ennemie.
à la fois une richesse et à la fois une contrainte. Alors la présence est fondatrice puisque ce territoire-là, il a émergé de fond des océans, et puis aussi les glaciers, les lacs glaciaires qui ont modelé toute cette configuration du territoire. Aussi la cause de la naissance de Grenoble antique, la tête de pont, et donc une importance très forte. Par ailleurs, le carrefour hydrographique est très dense, c'est un territoire de confluence au pluriel, et les massifs sont, eux, des châteaux d'eau. Par ailleurs, il y a aussi cette spécificité d'une qualité d'eau extraordinaire, naturellement pure. On m'a tout de suite dit, on met de l'eau dans les biberons au CHU, à la maternité, il n'y a pas besoin de la faire bouillir. Et des eaux thermales bienfaisantes aussi. Donc l'eau présente sous toutes ses formes, je passe un peu rapidement, mais aussi longtemps une voie de communication. D'ailleurs, on le voit, si vous allez regarder tous les peintres justement de l'école dauphinoise, sur toutes les peintures, il y a des radiers, des quais avec des gens qui déchargent des matériaux, etc. L'eau, ressource économique, l'eau industrielle, source d'énergie, et la houille blanche, et puis encore aujourd'hui, une ressource économique cruciale, même dans certaines industries de high-tech, qui est très consommatrice d'eau. C'est un débat d'ailleurs qui émerge en termes de transition. Et puis l'opportunité de la géothermie, comme c'est le cas dans la presqu'île, par exemple. La neige aussi a été un facteur économique important avec le développement des sports d'hiver. Mais en contrepoint, on a l'eau ennemie, et là, c'est une eau qui est dangereuse, qui est imprévisible, avec une mémoire de catastrophes absolument dramatique, et elles sont documentées, il y en a des centaines, et le nombre de victimes était quand même extraordinaire. Et encore récemment, le drame du Drac, par exemple. Et on voit aussi que l'eau est une contrainte urbanistique très importante. Elle l'a été longtemps, puisqu'elle a coincé cet espace urbain dans ses remparts, la plaine étant très compliquée à gérer avec les inondations. Mais c'est aussi un enjeu politique, puisque l'affaire Carignan, qui est une des contributions négatives à l'image de la ville, elle se passe autour d'une histoire d'attribution de marché d'eau. Donc l'eau, vraiment, elle est omniprésente dans ce territoire. D'où cette nécessité terrible d'avoir à maîtriser la nature. Et en gros, il y a un résumé qui a été fait par un des contributeurs qui dit « On a déplacé les rivières ». Alors, le titre de l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure s'appelle « Déplacer les montagnes », mais prenez conscience que vous êtes un territoire où on envisage symboliquement de déplacer les montagnes, et concrètement, on déplace des rivières. Donc ça laisse déjà augurer d'une certaine force, d'un certain volontarisme, d'une certaine opiniâtreté aussi, parce que la lutte a été longue, donc histoire d'endiguement et de canalisation, mais aussi un enjeu du franchissement qui a été surmonté très lentement, puisque à Grenoble en particulier, l'histoire de pont, elle est à la fois fondatrice et récente, puisque la première mention de ce territoire, elle concerne un pont qui a été construit une journée et qui a été démoli le lendemain. Et jusqu'au XVIIe siècle, il y a seulement un point de franchissement. Donc c'est une énorme contrainte à tout point de vue. Et évidemment, je ne peux pas ne pas citer l'une des 7 merveilles du Dauphiné, qui est le pont Lesdiguières sur le Drac. Et aujourd'hui, il y a il y a plus de 125, je crois, ouvrages sur le territoire. Donc, une histoire qui est compliquée. Et cela explique un rapport à l'eau qui est très ambivalent. Quand j'ai interrogé les acteurs experts sur les caractéristiques des paysages, à ma grande surprise, ils n'ont pas mentionné l'eau. Or, en général, quand on a un territoire, notamment une ville, qui est traversée par des rivières, ça vient comme un marqueur assez fort d'un point de vue d'identité paysagère. Et en réalité, il y a un rapport où l'eau est toujours considérée comme un risque. Et j'ai mis d'ailleurs dans l'iconographie cette fameuse fontaine en mémoire du drame du Drac, qui a été une explication qui m'a été donnée quand j'ai dit mais pourquoi on ne profite pas plus des bords de ces rivières. Alors récemment, il y a une reconquête avec, grâce aux pistes cyclables, des aménagements, on peut déjà être à côté, alors que longtemps les quais du Drac ont été interdits, par exemple, enfin les bords des berges. Et à Grenoble même, un phénomène qui est assez identitaire aussi, c'est le réaménagement des quais de l'Isère, notamment sur la base du budget participatif, de propositions du budget participatif. Donc là, on est aussi dans l'identité du territoire. Autre point dans ces matières, je passe du mauvais côté, voilà, on a un socle rocheux aussi qui est d'une très grande richesse et d'une extrême diversité. C'est un marqueur qu'on va retrouver en permanence dans toute l'identité. Globalement, donc, on a ce duo roche cristalline de Beldon et calcaire de la Chartreuse et du Vercors, qui ont d'ailleurs emblayé les vallées.
Mais à l'échelle macro, c'est beaucoup plus compliqué, avec beaucoup de complexité d'enchevêtrement et d'intrication. Et je le souligne parce que dans cette identité globale du territoire, il y a beaucoup d'enchevêtrement, d'intrication et de complexité aussi. Et donc on retrouve à cette petite échelle de la roche, et qui reflète évidemment la formation très dynamique et très mouvementée des Alpes. Alors, une déclinaison pléthorique de pierres et de minerais dont il faut souligner qu'ils sont souvent hautement qualitatifs. Et ce qui fait que la réputation des collections minéralogiques du muséum, par exemple, est très réputée. Et on peut parler de l'anthracite de Lamure et toutes ces sortes de pierres qui ont permis des jeux d'architecture, on y reviendra. Et des qualités naturelles inspirantes et de la production d'excellence, reconnue de très longue date pour certains. Et là, je cite le Vercors, avec son silex de haute qualité, puisqu'à l'époque de la préhistoire, on a retrouvé un atelier de fabrication du silex, et on a retrouvé de ces silex exportés assez loin. Donc il y a déjà une tradition d'export d'excellence à l'époque préhistorique. On peut parler aussi de l'albâtre, par exemple, au bord de la Romanche, du côté de Notre-Dame de Mézage, et vous avez des dizaines de statues, de monuments dans des centaines d'églises et de cathédrales en France qui viennent de cette carrière d'albâtre, notamment des tombeaux de grands princes et seigneurs, dont celui de Napoléon Ier, par exemple. Vous l'aimez beaucoup, Napoléon, c'est pour ça que je dis ça. On y reviendra avec l'histoire, mais vous l'avez beaucoup évoqué. Et puis un territoire qui est riche en curiosité, donc un territoire grand spectacle aussi du point de vue de la matière rocheuse. Le contrepoint de ça, c'est évidemment qu'on a une richesse dans l'architecture qui est intéressante, parce qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles. Évidemment, l'exemple emblématique, c'est cette statue sur la façade du Palais du Parlement, qui est d'une autre couleur que la façade elle-même, et ça fait des jeux qui sont extrêmement esthétiques. Et c'est pareil, je le souligne, parce que les qualificatifs d'esthétique, on y reviendra, sur cette ville, n'est pas le premier qui vient. Donc je veux souligner tout ce qui peut nourrir votre fierté, y compris patrimoniale. Autre chose encore, c'est le bois, qui est évidemment une ressource de toujours dans les massifs, et avec la première AOC du bois qui a été établie dans la Chartreuse, mais de plus en plus largement dans toute la métropole, et en particulier parce que grâce à l'architecture contemporaine et celle des écoquartiers en particulier, on retrouve maintenant le bois dans des bâtiments récents. Mais paradoxe, on n'en est pas à un près, vous allez voir, pas forcément visible. C'est le cas, par exemple, de ce bâtiment très emblématique du quartier Flaubert, qui est le bâtiment au bois, qui est une prouesse architecturale, mais la structure en bois, elle est à l'intérieur. Donc, la ressource est cachée. Et ici, il y a beaucoup de ressources cachées. C'est pour ça que je le souligne aussi. Et une matière de savoir-faire, et on le voit au musée dauphinois, tous ces objets qui sont là aussi extraordinairement esthétique et recherché d'un point de vue de créativité, et qu'il faut souligner. Et on le voit dans l'excellence des métiers d'art. Vous avez une tradition dauphinoise d'ébénisterie très réputée. On cite toujours la dynastie des H, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a eu des tas d'autres au fur et à mesure de l'histoire. Une spécificité intéressante, c'est que vous avez une collection particulière de couleurs et de matières emblématiques de l'excellence du territoire qui sont associées les unes aux autres. Alors, elles sont un peu les témoins de l'esprit de recherche, l'esprit d'innovation du territoire, et aussi dans la ville de Grenoble, les vêtements qui sont des témoins de ses fonctions de capital militaire ou sa fonction de capital administratif. Vous pouvez voir là les parlementaires ou un tableau peint par Fantin-Latour qui représente le sculpteur grenoblois Victor Sapet, qui est en uniforme de la garde nationale. Donc tout ça, ça résonne, en fait, on va y venir avec la question militaire. Et puis spécifiquement, vous avez surtout les matières inventées par l'homme ici, notamment en lien avec l'énergie. Tous les ressorts du développement industriel, c'est la houille blanche, l'or gris, l'autre or blanc qui est la neige. Donc il y a cette interaction matière-couleur qui est vraiment intéressante. Et en soulignant que l'or gris et la houille blanche ont été des tournants industriels et plus largement associés à des tournants, des métamorphoses du territoire très importantes. Et qu'on retrouve cet or gris, donc ce ciment artificiel, dans des bâtiments patrimoniaux les plus emblématiques du territoire, ce qui n'est pas du tout décelable. Voilà encore un détail patrimonial qui a besoin d'être mis en récit.
Parce que quand vous venez de l'extérieur, ce n'est pas évident de se rendre compte que tous les ornements d'une certaine période architecturale sont en ciment, que ce n'est pas de la pierre. Or, voilà, c'est un savoir-faire très extraordinaire qui a donné beaucoup de liberté, de créativité aussi. Donc, il faut le souligner. Et puis, évidemment, évolution, maintenant, avec la métropole de la matière grise, et en particulier beaucoup de chercheurs qui travaillent à explorer la matière elle-même, et en soulignant qu'un habitant sur 5 est enseignant, chercheur ou étudiant, ce qui est quand même absolument extraordinaire. Et on peut souligner aussi que cette exploration de la matière se fait avec des outils scientifiques qui sont référents à l'échelle européenne, et je ne peux pas ne pas citer évidemment le synchrotron. Et le géographe Armand Frémont résume en disant qu'il brise la matière jusqu'à l'infini de la connaissance, qui est quand même une très, très jolie ellipse. Alors ensuite, continuons toujours dans les sens, et le paysage sonore est particulièrement contrasté en fait entre l'urbanité et la nature préservée. Donc un des jeunes contributeurs disait à la fois le vacarme de la ville et le silence de la mort. Alors évidemment, le silence de la mort emblématique, c'est celui de la Grande Chartreuse, un silence radical, presque absolu, qui est propice à la recherche, à la spiritualité. Et je cite un ouvrage de 19e qui dit « On a vu des moines à l'agonie porter l'observation de la règle au point d'expirer plutôt que de parler pour demander des secours qui auraient pu les rendre à la vie. » Donc ce que je trouve intéressant là-dedans, cette citation, c'est que ça répond à la radicalité du silence, et que ce mot radical, il a quelque chose de très identitaire. Vous n'êtes pas ici dans les milieux. C'est souvent assez exacerbé, les choses, assez contrastées, voire souvent paradoxales. Donc, je souligne ce mot de radical à cause de ça. Et puis, il y a les sons urbains nouveaux, évidemment. Le tram, les sons du tram, le roulement des vélos, qui a été souligné. Et un marqueur qui est très intéressant, c'est le fond sonore de la nouvelle Babel. Et ça, ce sont les innombrables langues qu'on entend ici, et on se croirait carrément à l'étranger, selon des tas de contributeurs. Et un marqueur que je n'ai jamais entendu ailleurs que dans la région capitale de Bruxelles, pour vous donner un élément de comparaison. Donc c'est vraiment un marqueur très fort. Et les jeunes ajoutent avec fierté et la rotation des hélicoptères du groupement hélicoptère de la sécurité civile qui rejoignent le CHU. Et déjà, on a déjà parlé de matériaux découverts ici, mais je rajoute que la base de Grenoble est la base pionnière de ce fameux groupement hélicoptère de sécurité civile en France. Donc encore un élément, on parle toujours des innovations scientifiques, mais il y en a eu des tas d'autres dans des tas de registres. Et aussi encore une image poétique. Vous voyez, cette photo à gauche représente une artiste qui a été invitée dans le processus qui s'appelle Paysage, qui est un événement culturel visant à renouveler le regard sur votre paysage. Et elle a inventé une carte des échos du territoire. Donc le principe, c'est que vous commencez une phrase et l'écho va le finir pour vous. Donc chercher le mur, ça devient chercher le murmure. Jamais l'étonnement va se transformer en jamais l'étonnement ne ment. Voilà. Et je raconte ça, c'est très anecdotique en apparence, mais à nouveau, c'est pour vous souligner toute la part de poésie que recèle votre territoire comme un de ses trésors cachés. Alors, l'odorat, par contre, là, je suis navrée, mais c'est le sens qui est le plus impacté par les effets négatifs de l'urbain et qui a un peu mauvaise réputation pendant très longtemps. Il y a même eu des thèses, parce que forcément, il y a une thèse sur le sujet, on est à Grenoble. Et donc, il y a eu une thèse qui s'appelle « Des traces odorantes ou une proposition cartographique des odeurs de Grenoble au cours de son histoire ». Donc, vous voyez un peu la problématique que j'ai pu vivre dans cette entreprise de portrait de territoire. Voilà. Il ne fallait pas se noyer dans des oubliettes ou des choses trappes ou des cul-de-sac de recherche. Mais donc, pour dire qu'il y a une réputation épouvantable de la ville en termes d'odeur au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. Et des effluves de l'industrie qui sont encore présents dans les mémoires à Échirolles, par exemple, avec l'usine de viscose, ou à Saint-Martin-d'Air, avec le souvenir de l'odeur de biscuits, de brins qui flottaient. Et apparemment, c'était même un indicateur météorologique. Il y avait une odeur plus prononcée qui annonçait la pluie. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est plutôt l'odeur de la pollution. Alors, il y a la ruralité qui est évoquée. Ils ne l'ont pas évoqué, les acteurs experts, mais moi, pendant la visite de territoire, je suis tombée sur d'énormes tas de fumier, tout fumant, tout chaud, tout beau. Et donc, on était bien plongé dans la facette rurale de ce territoire, qui est aussi très forte. Alors, maintenant, si on parle de goût, alors là, je prends ma respiration, parce que je vais vous dire des trucs qui ne sont pas très agréables.
Et en France, c'est un sujet, la question de la gastronomie. Alors, on va commencer par les choses agréables. Donc, une métropole qui reste un terroir, parce qu'il y a beaucoup de produits, notamment parce que c'est un territoire résilient du point de vue alimentaire, c'est-à-dire que l'agriculture ici, il y a une sorte d'héritage de la culture alpine de l'autosuffisance, donc un maintien de la polyculture. On n'est jamais allé ici vers l'agriculture industrielle. Et un attachement très fort à ces produits emblématiques. Alors, la fameuse noix de Grenoble, donc une AOP aujourd'hui, mais qui a été une des premières AOC, et les fromages, le bleu du Vercors, le Saint-Marcellin. Alors déjà, là, on est un peu limite, on va y revenir, mais on est en train un peu de s'accaparer les produits du voisin. Et il faut souligner aussi qu'il a été mentionné les produits de cueillette, les champignons, les châtaignes, les truites qu'on pêche, etc. Donc ça, c'est un aspect, là encore, très profond et terrien, avec un ancrage très terrien du territoire qui existe encore. Mais comparé à de nombreux territoires français, je suis désolée de vous dire que la liste est quand même extrêmement réduite. Et par contre, je vous remonte le moral tout de suite, avec une excellence formidable du côté des boissons et une tradition de production qui est pérenne et qui suscite de la fierté et qui est célébrée de longue date du point de vue qualitatif, notamment quand même par un maître en la matière de plaisir, c'est Casanova lui-même, qui a séjourné ici au XVIIIe siècle et qui a été dithyrambique sur le ratafia de Grenoble. Je vous cite. « Il est impossible que le nectar des dieux ait pu la surpasser en délicatesse. » Pas mal quand même, hein, voilà. Et aujourd'hui, quand même, la liqueur qui est la plus emblématique, c'est la chartreuse, c'est celle que vous emportez en cadeau. Parce que j'interroge les contributeurs en disant, quand vous partez ailleurs et que vous voulez emporter quelque chose du territoire, qu'est-ce que vous emportez? Donc, on emporte en cadeau. Et c'est aussi celle qu'on offre en cadeau à ceux qui arrivent. Et je me tourne vers Cyril pour le remercier, parce que c'est ce dont j'ai été gratifiée en arrivant. Alors, aussi, une spécificité dans la consommation, parce que en général, en France, la consommation des liqueurs est quand même en large baisse. Et ici, même les jeunes ont dit « Ah non, mais nous, on boit des alcools de montagne et des digestifs, chartreuse, génépi, etc. » L'argamanu, c'est vraiment un de nos marqueurs. Autre chose encore, une innovation dont on parle moins, à Voiron, le berceau du tout premier ultra-concentré de France, qui était la fameuse anthésite, qui était une façon naturelle et économique d'aromatiser l'eau, donc d'améliorer l'ordinaire. Le territoire de naissance des sirops Tesser aussi, et puis une tradition brassicole qui évolue de plus en plus vers la microbrasserie de bière artisanale. Alors ça, c'est un peu une tendance dans toute la France. Mais ici, il y a des spécificités qualitatives particulières, étant donné la qualité de l'eau qu'on a évoquée tout à l'heure, et puis les arômes aux saveurs locales, plantes de montagne, la noix, le sapin, etc. Et les jeunes sont très fans. Et là, d'un point de vue de comparaison identitaire, dans leur enthousiasme, ils m'ont fait penser aux Corses, avec je ne sais pas si vous connaissez les bières corses qui sont parfumées aussi aux arômes du maquis, etc., la colomba et compagnie. Et ben, ils ont à peu près le même rapport de passion que les Corses, ce qui n'est pas peu dire en termes de fierté de produit. Alors, autre chose positive, c'est une forte dynamique de circuits courts. Vous avez une concentration d'AMAP très importante. Un exploitant sur deux, aujourd'hui, pratique la vente directe. Et puis, une évolution vers le bio qui est très forte, puisque 21% des exploitants sont en culture bio, soit 2 fois plus qu'au niveau national. Et la spécificité des cantines scolaires qui sont approvisionnées aussi pour moitié en produits bio, par exemple. Et sur vos marchés, sur les 60 marchés, il y en a 40 aussi avec une partie bio et de producteurs. Une autre forme de local dans ce territoire et qui est très identitaire, c'est la notion de la cuisine solidaire. Et une des formes concrètes comme ça de la solidarité, parce qu'ici les choses sont toujours concrétisées. On ne se paie pas de mots dans ce territoire-là. On ne brasse pas du vide. Et donc les étoiles solidaires, le bouillon, voilà, c'est des exemples de cette façon de faire par rapport à la solidarité en termes de cuisine. Alors, c'est là où ça devient beaucoup plus triste. Parce que vous êtes une terre de produits, pas beaucoup, mais un peu. Mais alors, par contre, en termes de gastronomie et de culture culinaire, alors là, vraiment, c'est pas terrible. Les Grenoblois, je cite, n'affirment pas d'identité forte, ils sont juste pointilleux sur le gratin dauphinois et la manière de le préparer. Ça, j'ai compris. Pas de fromage, sinon on est un Savoyard ou un Lyonnais, ce qui est encore pire. Donc, surtout pas. Et alors, ce qui est très drôle et ce qui est très identitaire, c'est par contre que vous avez une faculté à vous approprier les produits des voisins comme s'ils étaient de chez vous, formidable. Donc, par exemple, quand je demandais quelles sont les recettes
local, on m'a répondu les ravioles, la pogne, les creusets, les rissoles, le murson. Tout ça ne vient pas d'ici. Et c'est pour ça que je confesse quelques doutes, je vous avoue, à propos de l'incontournable tacos de Grenoble. Parce qu'il y a une bataille sur ce sujet pour savoir qui de Grenoble ou de Lyon a inventé ce tacos. Alors, nos jeunes contributeurs sont 100% sûrs, c'est un échirolois. Mais bon, le doute est permis vu cette appropriation, et y compris d'ailleurs de l'appropriation à l'échelle internationale, avec un reflet de la métropole cosmopolite que vous êtes, et un tour du monde culinaire absolument incroyable. Quand on se fait la visite de territoire, c'est un des aspects qui m'a le plus frappé, de l'offre de produits et de restauration de tous les pays du monde. Donc ça, c'est une autre façon de s'ouvrir grand, et vous, votre façon de voir, c'est jamais petit. Voilà. Donc là, on ouvre direct à l'échelle monde. Alors, il y a une offre de restauration et quelques tables de très haute volée, dont un étoilé à Grenoble même dans le territoire et 2 autres dans le bassin de vie, et des tables réputées. Mais quand même, là, comparativement à une métropole de la taille et du rayonnement international de Grenoble, c'est pareil, c'est pas très dense comme densité de cuisine du plus haut niveau, de cuisine d'excellence. Alors, maintenant, on va passer à des choses plus agréables, et donc parler du climat. Et donc, par la latitude, vous avez un territoire qui est situé dans la région tempérée, puisqu'il est à égale distance du pôle et de l'équateur. Mais globalement, c'est un climat continental sous influence montagnarde, avec des particularités locales par la présence des massifs. Et surtout, ce qui est le marqueur, c'est qu'il se décompose en un patchwork de microclimats, selon 1000 facteurs qui sont liés à la topographie, à l'exposition, à l'altitude, etc., à l'ombre des massifs. Et cette caractéristique-là, on la retrouve dans tous les territoires de montagne, en effet. Mais il y a aussi une décomposition de microclimats, même à l'échelle des massifs, par exemple. Donc c'est vraiment une mosaïque très décomposée. Et puis vous avez un carrefour d'influences climatiques. Par exemple, quand vous lisez les documents du PNR concernant la biodiversité, on se rend compte qu'on est à une limite climatique entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, et qu'il y a des influences méditerranéennes qui viennent rejoindre des influences continentales. Donc cette notion de carrefour, elle est positive, elle est bénéfique, là, en termes de biodiversité, en l'occurrence. Alors, le climat, il est très intense dans toutes ces manifestations. Donc l'ensoleillement est très élevé, puisque vous avez autant que Toulouse et Bordeaux, par exemple. Mais la pluviosité aussi, elle est élevée. Alors pareil, avec des grands contrastes entre la plaine et les massifs, qui évidemment sont beaucoup plus arrosés. Et d'une façon générale, les contrastes sont pareils au niveau des vents. Là, vous avez aussi un carrefour de vent par la configuration de vastes carrefours de talweg. Alors là, je m'arrête. Dans tous les portraits, j'ai une fève. Une fève, c'est un mot que je ne connaissais pas avant de faire le portrait. Mais alors ici, les fèves, comme il y a des documents scientifiques, j'en ai une sacrée collection. Donc talweg, c'était une de mes fèves. Donc je vous le décris pour ceux qui, comme moi, étaient ignorants du mot. C'est la ligne d'intersection des 2 pentes latérales d'une vallée. Pourquoi je le décrypte ? Ce n'est pas pour rigoler, c'est parce que c'est un peu emblématique de la difficulté qu'on a ici à rendre intelligible pour le commun des mortels la connaissance scientifique qui est immense, qui est de très haute volée, de très haut niveau, mais qui, pour le non-scientifique, souvent, est un petit peu ardue à intégrer. Donc voilà, je fais une digression, c'est une problématique qu'on va retrouver pas mal dans le portrait. Souvent des orages aussi, et puis le froid. Alors là, forcément, il y a les fameuses moqueries vestimentaires sur les Grenoblois. Les prix Nobel en un oracle, les chercheurs en doudoune, mais le nombre de jours de gelée est justifié en effet. Et de la neige. Alors là, je cite, tu sais que tu viens de Grenoble quand tu ne déprimes pas l'hiver quand il pleut. Car ton esprit cartésien, grenoblois, donc cartésien, sait que pluie plus froid égale or blanc sur les pistes. Mais les gens aussi te disent « Waouh, c'est super Grenoble, ça doit être plein de neige tout le temps ». Tu leur dis oui, même si tu sais que ce n'est pas vrai. Il ne faut pas les décevoir. Importante humidité aussi, avec des brouillards réguliers, et en particulier des brouillards dans les massifs, et puis les mers de nuages dans les vallées. Cet effet accentué par la configuration très contrastée de cette cuvette grenobloise. Et c'est un des éléments qui contribue aussi à l'image négative liée à la question de la pollution. Et on peut souligner le caractère très binaire selon les saisons, donc contraste des saisons d'été et d'hiver, mais même binaire au sein d'une même journée. Tu sais que tu viens de Grenoble quand tu galères pour t'habiller, car il fait -5 le matin et 25 l'après-midi. Donc un caractère excessif aussi, voire extrême, notamment avec les évolutions à propos de la chaleur,
Et aussi dans la grisaille, les jeunes disent parfois on a 3 semaines de gris, c'est assez pesant. Un climat donc qui est plutôt objectivement rude, mais qui est positivé, en particulier par la jeune génération. Tout ça, ça atteste d'un attachement, d'une passion, d'un engouement pour le territoire, où comme quand on aime quelqu'un, on minore un peu ses défauts. Ils disent, mais non, c'est très agréable, en hiver on peut faire du ski, l'été on se rafraîchit dans les lacs de montagne. C'est un mythe que Grenoble est invivable l'été, il y a max 10-15 jours étouffants. Et puis c'est un facteur d'adaptabilité, ça nous rend polyvalents, en fait, on s'adapte à tous les temps. Ah, par contre, il y a quand même plus un goût du froid qu'un goût de la chaleur, qui est même revendiqué, le goût du froid. Et alors surtout, le sujet, c'est les perspectives qui sont particulièrement inquiétantes. Donc comme les Alpes, c'est parmi les zones les plus réchauffées à travers le monde, et que vous avez déjà un réchauffement climatique qui est plus rapide et marqué qu'ailleurs, avec une tendance à l'augmentation des températures, mais déjà des conséquences sur la santé, la biodiversité, la ressource en eau, et des perspectives qui sont très alarmantes. Donc un enjeu majeur pour le territoire, à la fois de s'adapter et d'être dans la résilience, en soulignant qu'il y a une tradition précoce de prise de conscience et de prise en compte du risque climatique et une volonté assez pionnière d'agir. Il faut d'ailleurs noter que c'est un chercheur du territoire qui a le premier, c'est Fourier, il me semble, qui a découvert, lui, qui a envisagé l'histoire de l'effet de serre déjà. Donc et puis par ailleurs, c'est un haut lieu du travail scientifique sur le climat, l'environnement et le dérèglement climatique notamment. D'ailleurs, je vous donne le thème du séminaire technique de l'Association des paysages conseils de l'État en 2020, ça s'appelait, ils sont venus le faire ici, Grenoble et ses massifs, un laboratoire de paysage face au dérèglement climatique. Pourquoi je raconte ça? C'est qu'une fois de plus, c'est un exemple parmi tant d'autres, Grenoble est un cas, est un modèle, est quelque chose qu'on regarde, en positif ou en négatif, mais qu'on observe, qu'on décrypte et qu'on étudie. Alors, la conséquence et le reflet des questions climatiques, c'est la question des lumières. Donc évidemment, en bonne logique, ici, on n'a pas une, mais des lumières. Et le spectacle est vraiment magique. Alors je cite un mot positif de Stendhal, parce que comme on sait, il a quand même dit beaucoup de méchanceté sur Grenoble. Il parle quand même d'un ciel enchanteur. Voilà, je le mets en positif. Et il faut souligner la puissance des contrastes d'ambiance aussi, parce que le contraste est tellement fort qu'il y a autant d'intensité dans la lumière que dans le sombre ici. Et donc on a cette notion de temps en temps que la lumière tombe d'un coup là, quand on se trouve dans la partie du massif qui est à l'ombre. Et puis cette fameuse profondeur de champ et les perspectives grand angle du territoire qui mettent en scène tous ces jeux de lumière, de nébulosité, et une beauté de lumière dans tous les registres. On a vraiment parfois la lumière très puissante des après-midi d'été, et puis par moments des choses très douces. Là encore, je cite Anna de Noailles qui parle d'un soir d'argent si beau, si noble, enveloppe et berce Grenoble, tout l'espace est sentimental. Donc on est encore dans la poésie, et souvent dans les représentations picturales du territoire, vous avez cette atmosphère qui donne un sentiment très harmonieux entre l'homme et la nature, avec beaucoup de douceur et de velouté. Ajoutons aussi avec Philippe Gonnet que spécifiquement ici, la lumière est tout aussi intérieure, voire besogneuse, qui a toujours abouti presque paradoxalement à d'incroyables avancées intellectuelles et techniques. Donc voilà, cette lumière comme les yeux d'enfant qu'évoquait l'artiste en résidence. Les paysages, là vous vous doutez bien, je ne vais pas vous décliner tout l'atlas des paysages, qui est très bien fait par qui de droit, mais essayer de vous dire les grandes lignes qui caractérisent le territoire et surtout essayer d'appréhender l'impact du point de vue de la perception de ceux qui ont été des contributeurs. Donc, bien sûr, avant tout, c'est un site. Sa configuration en Y, avec la confluence des cours d'eau des vallées, et puis cette cuvette qui est particulièrement contrastée, même de façon extrême, puisqu'on a le paradoxe d'une ville de plaine la plus plate de France, qui est entourée de falaises quasiment verticales, donc un contraste très fort. Et puis une configuration généralement résumée par le mot de cuvette. Alors c'est intéressant parce que le mot cuvette, vu de l'extérieur, il est plutôt perçu négativement et on l'associe beaucoup à cette histoire de pollution. Mais vous, en interne, vous ne le vivez pas comme ça. Et les jeunes disent « mais non, c'est notre cuvette à nous ». Donc c'est affectif, c'est rassurant, il n'y a pas de raison. Alors j'ai quand même demandé des suggestions pour dire autrement cuvette. Alors, un écrin, une confluence, un amphithéâtre, un colisée naturel, un cirque, le spot, la soucoupe, le nid. Et vous voyez que dans dessous de ces
proposition, on voit apparaître plein d'aspects aussi du territoire en termes d'impression de protection et la soucoupe. On est déjà aussi dans la préfiguration de l'avenir et de l'innovation. En tout cas, ce qui est important, c'est donc l'omniprésence de ce grand paysage de la montagne et la dimension de monumentalité, presque de surmonumentalité. Et donc, ça donne une forme de familiarité naturelle avec le hors-norme, qui est aussi un des aspects de l'identité de ce territoire, qui n'est pas dans les sentiers battus et qui est même très anticonformiste, par exemple, dans sa façon d'innover ou sa façon de faire un laboratoire social, etc. Donc le hors-norme, c'est quelque chose qui est fort de ce territoire. Et puis c'est un marqueur, la montagne, qui est partagée dans tout l'espace métropolitain. Par exemple, Vars, sur son site internet, la première chose qu'elle dit, c'est une ville montagnarde. Donc c'est vraiment un marqueur partagé. Et j'évoquerai aussi l'écrivain voyageur John Ruskin, qui a été un des premiers à élaborer une esthétique des Alpes. Pourquoi c'est important? Parce que là, il y a encore un retournement identitaire. Pendant des siècles, on regardait la montagne comme un danger, quelque chose de négatif, de moche même, de triste, de hideux, horrible, etc. Et il y a eu ce retournement, il y a contribué, et il parle de l'architecture des montagnes en parlant des cathédrales de la Terre. Et cette notion, je trouve qu'elle s'applique particulièrement bien ici, où tout est un peu extrême et radical et très surdimensionné. En tout cas, un paysage qui ne laisse pas indifférent. Et pareil, la perception, elle est très contrastée entre ceux qui trouvent ça formidable, c'est beau, c'est pratique pour se repérer. Quand je m'en vais sans mes montagnes, je suis perdue. Et le paradoxe, c'est que le sentiment qui est généré, c'est un sentiment apaisant. Pour beaucoup d'entre vous, c'est rassurant, cet écrin de montagne. À l'inverse, pour une partie qui est moins audible, d'habitants peut-être des non-grenoblois d'origine aussi, un ressenti plutôt anxiogène d'enfermement et voire d'étouffement. En tout cas, une importance très forte qui est accordée à la notion du sentiment de liberté, d'envie d'aventure qui est liée à l'espace et au côté sauvage des territoires. Et là, vous avez vraiment souligné ce point, vraiment avec beaucoup d'importance. Et d'ailleurs, je dis que cette dimension de sauvage, elle est aussi dans l'approche scientifique. Et là, je vais citer Louis Néel, qui dit « Je préfère explorer les forêts vierges que de cultiver un jardin de curé ». Ce qui est intéressant dans cette formule, c'est que c'est aussi la philosophie du chercheur dans la part justement d'aventure, de prise de risque. On va y revenir, mais c'est un marqueur très très fort de ce territoire. Alors au-delà de la grande dualité paysage urbain et naturel, vous avez quand même là encore une décomposition en une pléthore de paysages différents, même au sein de chaque entité. Même si chacun des massifs se revendique différent des autres, mais au sein même, il a encore lui-même toute une palette de paysages. Je vais passer un peu vite. Beaucoup de paysages d'eau, bien sûr, naturels et domestiqués, et puis des paysages agricoles qui restent prégnants dans les plaines, notamment les paysages très jardinés. Et j'ajouterai aussi une dimension de richesse de paysages souterrains, puisqu'ici, il y a beaucoup de gouffres et de cavernes. Et Sam Yvel parlait de la dilection de ces alpinistes à l'envers que sont les spéléologues. Donc, il y a un effet de miroir, vous qui aimez bien escalader. Et puis des paysages qui changent en permanence, on l'a vu, donc ça rajoute encore de la diversité. Ce qui est intéressant et très spécifique de ce territoire, c'est qu'il génère une perception totalement opposée concernant cette qualité esthétique entre le fait qu'on encense la partie des paysages naturels et les paysages urbains, qui sont pourtant très prégnants aussi, non seulement sont peu aimés, mais ils suscitent des commentaires vraiment virulent, et notamment la question du moche. Et il y a des débats sur Grenoble est moche, Grenoble n'est pas moche. Quand on va sur les réseaux sociaux, c'est fascinant. Et on résumait en disant l'urbanisme comme l'architecture ne font pas précisément rêver. Néanmoins, des améliorations. D'ailleurs, Grenoble est en pointe dans la lutte contre la pollution visuelle, puisqu'elle a été la première ville française et même européenne à interdire les pubs dans son espace public. Et du changement avec des aménagements d'espaces publics, beaucoup de verre en ville par exemple, et même le street art qui représente une sorte de nouvelle esthétique artistique de la rue. Et là, quand on regarde les témoignages sur Facebook, on voit apparaître cet attachement au street art, à la fois pour la modernité du territoire, mais en effet pour trouver une façon de l'apprécier en beauté. Et d'ailleurs, cette notion de moche, il y a même un néologisme que j'ai appris qui s'appelle Gremoche. Donc voilà. Un auteur important dit « Grenoble ne peut guère revendiquer le titre de ville d'art ». C'était avant la labellisation qui lui a donné tort. Et quand j'interroge les experts, je leur dis « Est-ce qu'il y a des verrues ?» Plein. Ils me répondent « Plein ». Alors la cimenterie Vicat, la rocade, les tags moches et sales, et le travers d'une ville des ingénieurs, parce qu'il n'y a pas que des avantages à avoir des scientifiques,
C'est la fonctionnalité qui prime quand même beaucoup sur l'esthétique. Donc, en résumé, comme Grenoble est belle quand on sort, c'est un dicton populaire. On préfère donc voir la ville plutôt du dessus. Et c'est un point de vue assez ancien, parce que dans les documents anciens, avant même la métamorphose d'expansion urbaine, on disait déjà ça. Mais alors, le paradoxe total sur cette question du rapport au paysage, c'est qu'ici, après avoir dit tout ça, être très critique sur les verrues, c'est moche, etc., je leur demandais un petit exercice qui est évidemment pas du tout scientifique, je m'empresse de le dire, mais qui consiste à demander, une fois qu'on a exploré tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien, pouvez-vous maintenant me donner une note globale entre 0 et 10 ? Donc, avec les focus group d'experts, on essaie de se mettre d'accord. Et alors là, après avoir donc critiqué, ils étaient minimum à 7,5, voire plutôt 8. Et alors, chose extraordinaire, vous dépassez Marseille. Parce que Marseille, quand on les interroge, tout le monde répond 10. Pourtant, on sait qu'à Marseille, il n'est pas toujours non plus dans l'harmonie. Mais ici, il y a des plus que 10. Il y en a qui ont dit 12. Il y en a qui ont dit 15, à condition qu'on arrive à raconter bien le territoire. Donc vraiment, là encore, on est un peu dans le superlatif, vous voyez. Et j'ai interrogé aussi sur quels sont les paysages que vous montrez à vos visiteurs. Réponse unanime, forcément la Bastille. Mais aussi le cœur de ville historique, la ville neuve, et la jeune génération en a parlé. Je pense que le poids de la représentation d'une utopie réalisée, même si elle a un peu foiré, ça reste quand même un support de fierté. Et puis maintenant, les casernes de Bonn, par exemple. Et une chose étonnante, et c'est un peu similaire ça avec le Nord-Pas-de-Calais, les jeunes sont très attachés aux grands boulevards, qui peuvent sembler un paysage un peu urbain et pas forcément séduisant. Mais eux, il y en a plusieurs qui ont dit, mais quand on a des visiteurs, on leur montre. Parce que c'est quand même quelque chose de tellement spécifique avec cette grande percée qui donne sur les montagnes. Alors justement, en termes d'urbanisation, là, il n'y a pas d'iconographie, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'aller rapidement. Ce qui est intéressant, c'est de dire que d'abord, le paysage architectural et urbanistique est très singulier parce que son histoire est elle-même très spéciale. C'est vraiment une histoire de territoire de conquête ici, puisqu'il y a eu une particulièrement longue immobilité urbaine, à Grenoble même, qui restait pendant 13 siècles dans ces petits remparts, et une ville qui est contrainte aussi par la configuration naturelle sur le foncier, par la topographie. Et puis, pendant donc des siècles, ces fameuses métamorphoses tout le temps du Drac et de l'Isère. Donc, c'est une ville qui a été obligée de se reconstruire sur elle-même. Ce qui explique beaucoup de choses, on y reviendra à propos du patrimoine. Et elle a attendu donc le XVIe siècle, 16e, 17e, pour avoir un premier souffle avec le fameux Lesdiguières, du coup, que vous citez beaucoup comme un personnage emblématique du territoire. Et puis ensuite, le corset s'est élargi vraiment qu'au XIXe siècle, et les derniers remparts datent du début du XXe siècle. Donc c'est vraiment une ville où il y a une sorte de croissance, il y a eu un immobilisme total, et d'un coup, à l'inverse, une croissance absolument spectaculaire qui a même été emblématique des années 50-60 à l'échelle France, avec la construction de ces grands ensembles en périphérie qui portaient donc cette utopie urbanistique comme l'Arlequin, mais plus largement toute la ville neuve. Et alors ce qui est intéressant, c'est que malgré ces extensions urbaines ultérieures, on a toujours ce sentiment d'hypercentre qui est à la fois très identitaire pour vous, mais qui est très... On a un sentiment quand même aussi de contraintes physiques par la hauteur des bâtiments liées au fait justement qu'elle était contrainte en termes de foncier. Contrepoint de tout ça, c'est que c'est aussi un laboratoire d'architecture moderne. Dans les années 20, il y a eu une préoccupation du logement social qui a été précurseur au plan national, par exemple. Et il y a eu la première cité-jardin de France, par exemple, qui était ici. Et dans les années 20-30 ensuite, elle a été pionnière en matière de construction, d'emploi de nouveaux matériaux, et en particulier la révolution du béton armé dont elle s'est emparée pour donner tous ces possibles à l'architecture moderne. Et donc, héritage de toute cette histoire complexe, par à-coups et par extension par secteur, on a un paysage architectural qui est donc à la fois caractérisé par son hétérogénéité et son éclectisme, mais en fait, localement, il y a aussi de l'unité du fait que c'est assez construit par palier. Et on a une école d'architecture à ciel ouvert, et notamment, il y a aussi des gestes urbains très forts. Le plus emblématique, c'est la tour Perret, évidemment, qui a été la première tour de béton armé au monde,
qui était par Auguste Perret, qui était un architecte de l'avant-garde. Et pour lui, c'était vraiment un manifeste d'architecture. Donc il a fait ici son manifeste. Et puis, par exemple, la fameuse construction des grands boulevards. Il y a eu beaucoup de transformations radicales dans les années 60-70 avec les fameux Jeux Olympiques d'hiver. Et donc là, le bâtiment le plus emblématique, c'est l'Hôtel de Ville, avec un traitement très esthétique du béton, les 3 tours, la Maison de la Culture. Il y a une collection de bâtiments très important de cette période architecturale. Et pourtant, c'est là le paradoxe, cette particularité des sortes d'écoles de l'architecture à ciel ouvert est très méconnue. Et des contributeurs disaient on est souvent considéré comme le zoo de l'architecture, ce qui est quand même très péjoratif. Et la période architecturale des années 50-60 n'est pas forcément appropriée comme un patrimoine. Alors, grand changement aussi, évolution depuis les dernières décennies, c'est la grande nouvelle phase de métamorphose urbaine. Et là, entre l'élargissement du centre-ville, la rénovation urbaine avec l'ANRU et un foisonnement surtout de nouveaux quartiers, à la fois les requalifications des friches industrielles et des espaces militaires qui bloquaient énormément de foncier, et puis ces nouveaux quartiers devenus emblématiques, comme l'ancienne caserne de Bonn ou aujourd'hui la Presqu'île aussi, qui est une mutation très importante en laboratoire de la ville durable, ou l'écoquartier Bouchaillé, qui est devenu l'un des pôles culturels de Grenoble, par exemple. Et si je parle de Saint-Martin-d'Air, la friche Néric, aussi qui est en reconversion. Voilà, ce sont un mouvement encore de métamorphose, et tout ça avec beaucoup d'architecture contemporaine. Mais alors là, j'ai interrogé les contributeurs en disant, est-ce qu'il existe aujourd'hui un bâtiment qui vous semblerait emblématique de la modernité du territoire, comme l'a été à son époque la Tour Perret? Et là, il n'y a pas du tout d'unanimité. Donc il n'y a pas de consensus sur un symbole contemporain. En gros, les réponses les plus citées, c'est quand même le stade des